Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Barda Blog post-confinement. Bonjour. Donc, comme d'habitude, Ben et Barda au micro. Aucune préparation, puisqu'on vient juste de décider de quoi on allait parler. Oui. L'improvisation totale. Et puis aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet que j'ai proposé parce que hier soir, j'ai écouté un podcast dessus. Je vous parlerai plus tard des podcasts. On va parler de 2001 Odyssée de l'espace. Oui. En partant du début, c'est-à-dire la Sentinelle. Ouais. Donc, alors déjà, oui, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas fourni de podcast parce que le confinement Covid est passé par là et ça n'a pas aidé. On a cherché des solutions alternatives. On en a trouvé techniquement, mais en Non, fait, on s'en est pas servi. rien ne vaut D'être le ensemble. contact. Ce mot que je ne supporte pas, qui est le présentiel. Et donc Mais là, nous respectons la distance. oui, ah, bah oui, toujours. Distanciation sociale. Mm. Et là, donc, on est parti sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, c'est pareil, c'est un vieux souvenir. Ça fait partie des premiers auteurs avec Asimov et les autres qui étaient dans mes préférés, entre guillemets. Mhm. Généralement, j'ai un petit faible pour Arthur C. Clarke, qui a écrit 2001 en je ne sais plus combien, mais etc. Ce qui est intéressant dans ce qu'a lancé mon petit collègue, c'est qu'en fait tout part en fait d'une nouvelle qui s'appelle The Sentinel, qui est pas si facile que ça à trouver d'ailleurs. Et il me semble qu'elle était dans un des recueils de nouvelles parus chez J'ai lu dans les années 80. Ouais. C'est de dire que ça date. Depuis, on la trouve de toute façon facilement sur Internet, dans des recueils depuis. Mais c'est pas une des œuvres les plus qu'on retrouve les plus facilement, c'est vrai. Parce que pour remettre les choses dans l'ordre, en fait, tout a commencé avec une nouvelle d'Arthur C. Clarke qui est The Sentinel, dont est tiré le film, puisque mais le film dépasse grandement en fait, ils ont pris le thème euh, et ils ont fait le film qui dépasse de beaucoup. Clark a participé au scénario, si je me souviens bien. Mhm. Kubrick est parti vraiment. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était un film référence de science-fiction. Et ensuite, derrière, Clark, comme il y a le film, il suffit de l'avoir vu avec du monde pour se rendre compte que tout le monde se tourne vers vous pour vous demander mais c'est quoi, et qu'est-ce qui se passe, j'y comprends rien, et etc. Parce il Exactement. est quand même, c'est un météore, dominer l'Odyssée de l'espace. Et tout le monde se retourne vers vous, et Clark, ça a dû faire un peu le truc, et Clark réécrit un roman, qui s'appelle donc 2001, l'Odyssée de l'espace aussi, Mhm. qui reprend une partie de The Sentinel, mais pas toute, et qui a des changements. Il introduit des changements par rapport au scénario. Alors, je sais pas pourquoi, problème de droit, ou ça lui plaisait pas, ou etc. Par exemple, ben, dans le film, ils vont alors attends, que je ne déconne pas. Dans le film, ils vont sur Jupiter, Mhm. alors que dans le bouquin, ils vont sur Saturne. Ouais. Mais par contre, je sais plus dans la Sentinelle si c'était Saturne ou Jupiter. Mais la Sentinelle, ça s'arrête quasiment Ça sur la s'arrête. Lune. Hein. Je crois, Ouais. c'est, enfin, l'action, Possible, ouais. c'est. Et là, en fait, donc, en vrai, dans l'ordre, c'est une nouvelle qui s'appelle The Sentinel qui donne la base du scénario de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, qui donne ensuite la remise au point d'Arthur C. Clarke dans 2001, l'Odyssée de l'espace, mais où il va un peu plus loin, il décrit des choses un peu plus précisément parce que c'est juste suggéré. Kubrick n'explique rien, c'est comme Mhm. il fait tout le temps. Donc en fait, c'est suggéré et les gens n'y comprennent que dalle. Et ensuite, derrière, Clark, qui a un filon, continue avec 2010, Odyssée 2, 61. 2061, 2000, 3001. 3001, etc., etc. Et on continue comme ça. Je dois avouer que moi, dans mon ordre de lecture, je ne sais pas si toi c'est pareil, j'ai lu le bouquin d'abord. Mhm, moi aussi. Donc j'ai même lu le bouquin avant de voir le film. Parce, Longtemps avant de voir le film aussi. hein, on est d'accord. Ah ouais, C'est-à-dire que le film était à l'époque, il faut quand même resituer qu'il n'y a pas de magnétoscope, il n'y a pas de tout ça. voilà. 2001, l'Odyssée de l'espace n'existe pas en cassette.
Il est sorti au cinéma depuis bien trop longtemps, plus personne veut repasser un truc pareil, parce que, etc. Donc tu peux le voir dans des ciné-clubs, Voilà, ou, exactement. Ou par chance à la télé quand il passe, et il a dû passer par deux, trois chance à la fois. télé, ouais, quand il passe. D'ailleurs, tout début du film, pour se mettre dans l'ambiance, Kubrick a prévu 1 minute de musique avec écran noir pour que le spectateur se prépare au film. Mm. Quand c'est passé à la télé, on a eu le droit à un petit panneau pour dire que dans le film originel, il y a 1 minute de blanc, mais à la télé, pas se le permettre, donc vous l'aurez pas. Voilà, Et on passe c'était... directement au film. Et on passe directement, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, et on arrive avec la planète des singes, et on comprend Voilà. que dalle. Et donc c'est... Et non seulement on comprend que dalle, mais en plus ça veut bien revenu. Les personnages, il est impossible de s'intéresser aux personnages. On est dans tout le film, on est juste témoin. À aucun moment il y a des explications de quoi que ce soit. Et les personnages sont extrêmement fallot. Il n'y a aucun trait caractéristique, non. aucun trait personnel. On voit des fonctionnaires sur la Lune qui découvrent un truc qui normalement devrait exciter tout le monde. Il n'y a pas un gramme d'excitation. Les gars, ce qui leur importe quand ils vont sur la Lune, quand ils vont aller voir le monolithe, c'est ce qu'ils vont manger comme sandwich. Mm. Donc Il y a très peu de il y a dialogue. très peu de dialogue et on n'arrive pas à s'intéresser aux personnages. Et même les astronautes qui sont après dans le vaisseau, Bowman et Poole, on est incapable de dire quel est leur caractère, quelles sont leurs particularités. Ils agissent un peu comme des robots. Et voilà, on ne sait Alors, pas qui sont ces gens. et le rythme est lent, c'est pesant. Alors c'est à la fois bien fait parce que c'est pour rendre l'aspect pesant de je suis tout seul dans l'espace dans un vaisseau spatial, et c'est rempli. Alors en fait, le personnage principal, effectivement, c'est l'intelligence artificielle du vaisseau, qui s'appelle HAL 9000. Alors pour la petite histoire, c'est que si vous prenez IBM et puis que chaque lettre est avancée d'un caractère, ben, le I devient H, etc. Donc effectivement, donc c'est un Ça peu devient Hal. ça devient HAL à la place d'IBM. Et enfin bon, c'est non, si tu reviens d'une lettre, oui, je dis une bêtise. Bon, Enfin bref, on le s'en fout. principe est Et, là. le principe est là, et Et à l'époque, effectivement, Apple n'existait pas. Apple n'existe pas, et donc le personnage principal qui a des réactions, c'est ça qui est terrible dans le film, c'est que celui qui fait une dépression et une maladie mentale, c'est l'IA, c'est l'ordi. Et c'est lui qui réagit, c'est lui qui fait des choses, etc. Sauf que à l'écran, ça reste totalement incompréhensible. Et le fait que et la fin est elle aussi totalement incompréhensible. Le problème surtout, c'est on ne fait pas le lien entre les trois histoires. On fait difficilement le lien entre les trois On le histoires. fera difficilement à la fin du On le film. fera difficilement à la fin du film. Donc c'est pour ça qu'en fait, à la fin, Clark réécrit un bouquin où il explique qu'effectivement c'est l'IA qui nous fait une dépression, un truc, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le film? C'est que l'IA décide de se débarrasser du facteur humain, parce qu'il considère que c'est le facteur humain. On lui a donné des missions à remplir, il trouve que les humains l'empêchent de remplir cette mission correctement, et il veut se débarrasser des humains qui sont dans son Voilà, le vaisseau. facteur de risque de la mission pour l'IA qui analyse froidement la situation, c'est les humains. Mm, Et comme l'IA comprend qu'on lui a pas tout dit, mm. et qu'en fait, elle transporte 3 astronautes endormis qui, eux, doivent savoir ce qui se passe, mais elle s'en méfie, et elle disjoncte. Premièrement, elle commence par couper le lien avec la Terre, parce qu'il y a toujours des histoires avec l'antenne qui est désalignée, etc. Mais ça, quand vous lisez dans le bouquin, c'est pas expliqué directement comme ça. On vous dit pas, tiens, l'IA est en train de faire un malaise, etc. Et comme c'est les directives qui viennent de la Terre qui sont en contradiction avec les directives de l'époque au moment du départ et du lancement, c'est un peu explicité parce qu'il rajoute un personnage qui est le docteur Chandra, qui est une espèce de psychologue pour IA. C'est assez rigolo. C'est le Comme, créateur de l'IA, mais c'est aussi son psychologue. et qu'effectivement, c'est lui qui. En fait, il utilise ce personnage pour donner les explications qui ne sont pas dans le film, parce que dans le film, c'est abscon. C'est totalement. On voit des choses qui se passent, il y a une panne d'antenne, on se rend pas compte du tout que c'est l'IA qui a décrété que ce sera une panne et qui veut couper la liaison avec la Terre. Quand l'IA décide de se débarrasser des... Si, la scène qui est la plus intéressante, c'est quand l'IA lit sur les lèvres
quand les deux astronautes se réfugient dans le pod d'urgence et qu'en fait l'IA lit sur les lèvres la conversation et qu'elle arrive à comprendre ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils veulent la débrancher. Parce qu'eux, ils ont compris qu'il se Mm. passait quelque chose de pas net avec l'IA du bord et ils veulent la débrancher. Mm. Et la fin, l'autre scène très importante, c'est quand l'astronaute Bowman débranche bloc mémoire par bloc mémoire et qu'en fait ça lui provoque une régression au stade infantile, etc. Ça c'est le coup de génie scénaristique de l'époque. D'accord, oui, mais le reste totalement mais incompréhensible, quoi. Ouais. Alors que c'est rempli de petits détails. Et justement, Kubrick voulait faire un film de référence. Il a fait un film de référence. Toutes les scènes de science-fiction, donc des vaisseaux spatiaux, sont extrêmement bien rendues, extrêmement réalistes pour la plupart d'entre elles. Bon, extrêmement bien mal vieilli aussi, mais ça c'est un autre problème. Très, très chiante parce que c'est long, mais c'est vrai que quand on regarde une activité extravéhiculaire sur une navette ou un Soyuz, c'est long. Parce Oui. que chaque mouvement de l'astronaute est pesé par toute une équipe à bord et au sol. Donc forcément, quand vous regardez un extrêmement accostage aujourd'hui d'une capsule SpaceX sur la station internationale, en fait, il y a un direct, ça va mettre 2 heures à avancer de 30 cm, quoi. Donc effectivement, il a raison, tout est lent. Ouais. C'est lui qui a introduit le fait qu'il n'y avait pas de son dans le vide, donc le son coupe quand on a les séquences de vide. On n'entend pas le moteur de l'extérieur, on n'entend pas le moteur des vaisseaux spatiaux. Il faut dire qu'à l'époque, on entend toujours, que ce soit Star Wars, machin, qui a suivi, etc. Vous avez un vaisseau spatial qui passe, il gronde, etc. Ouais, Alors qu'en donc fait, non. là non. Et la gravité artificielle dans le vaisseau, elle n'est atteinte que par rotation d'un anneau, et même le sol est bien incurvé. On est très loin de Star Trek ou de genre de film où il y a la gravité artificielle partout, comme ça on est tranquille. Ouais, alors il y a les trucages un peu moins bien, c'est-à-dire que par exemple, quand ils sont dans la navette qui, elle, ne tourne pas suffisamment sur elle-même, etc., il y a l'hôtesse de l'air qui a une espèce de bonnet, donc pour pas qu'elle ait les cheveux comme ça, C'est vrai. et qui marche avec des chaussures à velcro dans un truc rond pour aller sortir par le plafond. C'est rigolo, c'est assez mal rendu, puis comme c'est lent, mais l'idée est là. C'est-à-dire qu'en fait, et donc, il y a plein de détails où on voit qu'ils sont entourés de conseillers pour qu'est-ce que ça pourrait être, comment on fait ci, comment on fait ça, etc. Donc, c'est une vision de l'espace qui est cohérente, mais qui passe mal parce que c'est lent, parce que ça a pris un sacré coup de vieux, parce que les personnages, comme ils se parlent pas, donc il y a des grandes longueurs et c'est quasiment c'est de l'ordre de l'insupportable. Et les gens à la fin ne comprennent pas. C'est-à-dire ils se retournent vers généralement, c'est ça qui est rigolo. Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que il y a des spectateurs, ils se retournent vers le spécialiste de science-fiction qui est généralement derrière, qui l'a vu déjà 2 fois, ou celui qui a eu l'idée de les emmener voir ce film. Voilà, la malencontreuse idée. et il se retourne, il fait mais il se passe quoi là, c'est quoi, mais pourquoi, et pourquoi après, il y a un bébé, tu passes ta soirée à expliquer ce qui s'est passé. Voilà, en disant mais moi j'ai lu le bouquin et ceci cela. Alors pour revenir sur l'aspect Sentinelle, c'est-à-dire qu'en fait le truc qui est très intéressant, c'est le début. Le début justement qui est très mal rendu, qui est que en fait le thème de la Sentinelle, c'est-à-dire qu'en fait il y a une race extraterrestre qui nous surveille avec le monolithe, qui a produit le monolithe, et le monolithe au départ, là on le voit, dans 2001 il descend sur Terre, il apprend aux hommes singes à utiliser des outils, mais ça c'est pas dans la Sentinelle. En fait la Sentinelle c'est simplement, je crois qu'elle est centrée sur ce qui se passe sur la Lune. C'est-à-dire les hommes arrivent sur la Lune, il y a une anomalie magnétique, et ils creusent pour trouver cette anomalie magnétique, ils trouvent le monolithe. Sauf qu'ils le creusent, donc l'arrivée des experts coïncide avec, ils l'ont juste sorti de terre, ils viennent de le trouver, donc les gens viennent voir. Et en fait, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est la première fois que le Soleil l'atteint, parce qu'on l'a déterré, et comme le monolithe est exposé au Soleil, il envoie un signal radio loin vers normalement Jupiter dans le film, Saturne dans le bouquin. En fait, le thème de la Sentinelle, c'était bien de dire qu'en fait, les extraterrestres
enfin oui, extraterrestres, ont planté un signal radio. Mhm. Il est enterré. Pourquoi? Parce que ça leur permet de savoir si une civilisation a réussi à se développer suffisamment pour aller sur la Lune et trouver une anomalie magnétique et la déterrer, comme ça, le signal est parti. Et donc, on est au courant. Mhm. Et tout le thème de tout ça, c'est que oui, ce thème-là est très SF et très intéressant. Parce qu'en plus, pourquoi? Est-ce que c'est pour nous envahir? Est-ce que c'est pour nous aider? Est-ce que c'est... etc., etc. Donc ce thème-là, qui est dans La Sentinelle, il est intéressant, effectivement, et il est massacré à l'écran, à mon avis, pour des raisons de non-explication, parce que, on le dit depuis le début dans ce podcast, le thème de la SF, c'est de vous plonger dans un univers au début qu'on ne comprend pas, et que vous découvrez les choses au fur et à mesure. Il a fait un film de SF qui est écrit, qui est réalisé comme un livre. C'est-à-dire que on vous plonge dans un système, vous ne comprenez pas tout au début, mais là, c'est qu'on ne comprend pas tout du début jusqu'à la fin. Absolument. Alors, la fin, je sais pas, je te laisse. Ah bon, la fin, là aussi, est irracontable. Il faut voir le film, parce que l'humanité a passé un premier cap en passant de l'homme singe à l'homo sapiens avec des outils, et puis après des fusées, etc. Et là, on voit que l'astronaute qui est en contact avec cette intelligence extra-humaine passe un nouveau cap et devient une espèce d'intelligence immatérielle, une espèce de ce qu'on appelle un enfant cosmique dans l'histoire, qui revient après sur Terre. Mais là, après, c'est plus détaillé dans le livre que dans le film. Parce qu'en fait, au départ, le fait, il est là pour aller voir, il trouve l'autre monolithe, c'est-à-dire qu'en fait, un monolithe encore plus grand, mais de la même forme en orbite. Et au départ, il s'agit juste d'aller voir de près, voir de se poser dessus, etc. Bon, Même pire, lui, à l'origine, il est même pas censé Mm. savoir ce qui se passe. Il est juste. En fait, c'est le gars de la maintenance qui tient le vaisseau en état jusqu'à l'arrivée. Puisqu'à l'arrivée, ils doivent dégeler les trois spécialistes. Qui Et sont... il me semble que à ce moment-là, recongeler les deux pilotes pour économiser les fournitures air, etc. Et en fait, là, il traverse. En fait, le monolithe est une porte et il la traverse. Sauf que c'est là que ça joue le contact. Et dans le bouquin, on dit bien, pour accéder à la communication avec un stade de conscience supérieur, ils le font progresser. Et c'est pour ça que c'est symbolisé par le passage avec le bébé. Mais ça devait être qu'un symbole au départ. Alors après, Kubrick et Clark se débrouillent avec ça en disant on crée un enfant cosmique, mais en fait, il accède normalement à de la conscience pure. Sauf que voilà, il est centré il est centré là-dessus. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté rapport à la musique. La musique dans le film est super importante, elle passe bien, etc. Le son Tout à fait. est bien géré. Ce ne sont que des morceaux de musique classique Mm. préexistants. Et là, le truc, par contre, enfin, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est que le côté raté de l'histoire, c'est que oui, il a fait un film SF de référence qui reste un truc connu, etc. Mais dans le grand public, c'est totalement foiré. Et si on parle de film de science-fiction de référence, c'est Star Wars qui va sortir en premier. Alors que c'est de la SF, mais c'est de la SF plutôt western, quoi. Ouais. Mais dans Star Wars, il y a des reprises de 2001. La scène où la navette de la Paname rentre dans la station spatiale, c'est Étoile Noire. Hein. On retrouve les mêmes principes, les gens, le hangar, les gens qui travaillent dans le hangar, enfin, les décors. Beaucoup de choses très similaires. Il a beaucoup marqué tous les films qui vont suivre. Justement, les scènes de vaisseaux spatiaux qui convergent l'un vers l'autre, etc. On retrouvera dans plein d'autres films. Et Clark, il a un truc, c'est que il a bien fait finalement d'écrire le livre derrière parce que ça clarifie un certain nombre de choses. Il en a tiré des personnages il en a tiré plein de suites. Les suites sont assez intéressantes. La première suite est pas mal, est intéressante. Parce que on s'y prend bien. Il y a un deuxième vaisseau qui part. Il y a un deuxième film, tout ça. Mais finalement, je sais pas si toi c'est le cas ou tout. Moi, je suis arrivé à Clark via 2001. J'ai lu plein d'autres choses de lui. D'ailleurs, sur le premier podcast qu'on fait, je me trompe complètement en disant que c'est quand je dis il ne faut pas relire. Oui.
Aide-moi. Dick. Ouais. Ubik. Non, Non, Van Vogt. Van Vogt. Quand je dis il faut pas revenir relire Van Vogt, je dis tiens, il a inventé l'ascenseur spatial, l'ascenseur spatial. Non, 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 c'est Clark. c'est Arthur C. Clarke qui fait un roman là-dessus. Qui avait d'ailleurs aussi fait des calculs d'orbite de satellites géostationnaires. Et il avait imaginé dès des années 40 qu'on pourrait y installer des satellites de relais. À part que lui avait imaginé des vraies stations spatiales habitées, alors que nous on en a fait simplement des satellites robots. Et il y a un truc qui s'appelle Rendez-vous avec Rama, qui a fait aussi une trilogie, etc. Et le Rendez-vous avec Rama, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très bien, qui a rapport avec la physique. En fait, c'est le Rendez-vous avec Rama, c'est qu'en fait, on détecte un astéroïde qui traverse le système solaire. On se rend compte que l'astéroïde, en fait, c'est un cylindre énorme qui la déforme. Donc on envoie une mission pour y aller. Le cylindre est creux, il y a un univers dedans, enfin il y a des paysages dedans, etc. Il décrit qu'il y a des sources qui coulent courbes parce qu'il y a l'effet de Coriolis à l'intérieur, etc. Donc c'est quand même très art science SF à l'époque. Tout en étant bien romancé, Clark a un pouvoir dans ses romans, une écriture qui est quand même très Oui, sympa, un fond scientifique qui est très présent. très fort. Ouais. Euh, L'histoire elle-même pourrait tenir en 2 pages, hein, mais il y a tellement de mm. digressions scientifiques, techniques, de décors, Ce qui est bien que avec Rendez-vous avec ça tient Rama, bien. c'est qu'effectivement, il est aussi sur cet aspect-là. C'est-à-dire que le vaisseau passe dans le premier, hein, parce qu'après ça se complique, il fait des trucs un peu plus dans le courant après. Mais Rendez-vous avec Rama, le vaisseau arrive, on détecte que c'est un truc, on envoie l'expédition, l'expédition en explore un tout petit bout. L'expédition est obligée de repartir parce que sinon bah, ils vont se retrouver bloqués à l'intérieur et puis bah, et le vaisseau ne fait que passer. Mm. C'est-à-dire que Je l'ai lu on a que des Roma, moi, donc j'ai lu que le premier. on a que des questions, pas beaucoup de réponses. Euh, il imagine une race extraterrestre qui est à base de 3 membres au lieu de 2, ce qui est loin d'être. Enfin, c'est sympa. Et il termine, alors après, Clark termine sa vie sur l'île au Sri Au Lanka. Sri Lanka, ouais. L'île de Ceylan. Ouais, il s'évade un peu de tout ça. Oui, dans un de ses livres qui s'appelle La Fontaine du Paradis, il déplace un petit peu l'île de quelques degrés vers le sud et il en fait le siège Mm, de l'ascenseur spatial. On va devoir bientôt s'arrêter parce qu'on est presque au bout de notre timing. yes. Juste pour finir sur Clark, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que c'est un excellent novelliste. Mm. Il Oui, écrit plein de des nouvelles. histoires extrêmement courtes parfois, mais vraiment avec des chutes incroyables. Il y en a une qui doit s'appeler 9 millions de noms de Dieu, Il y a un truc, ouais. qui est absolument excellente. Donc on en reparlera une autre fois. On va juste conclure, mon Barda, avec nos suggestions de lecture pour cet épisode. Ouais. Je te laisse parler si tu es prêt. Alors, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais j'ai un petit faible pour le cycle d'Hyperion. Hyperion, le premier tome est bien, mais il faudrait aller poursuivre au moins jusqu'à Endymion et le réveil d'Endymion. Je pense que ça me paraît indispensable. Donc Dan Simmons. Ouais. Ok. Et moi, je vous reparlerai encore un petit peu de CBA Art Science des années 90-2000 avec Le Printemps russe, Norman Spinrad, Mm. qui a été écrit à l'époque de la fin du RSS et qui décrit un petit peu la conquête de l'espace par les Européens, les Russes et bien sûr les Américains à la fin, Mm. qui, bien qu'ils soient repliés sur eux-mêmes, finissent par sauver le monde. Mon Barda, fin de ce nouveau Barda blog, Barda, Du monde d'après. Barda Donc, podcast, du monde d'après. Et ben, rendez-vous au prochain. voilà. Salut. Bonsoir à tous.